extrêmement important dans ce problème du dispositif, c'est qu'il offre à ceux qui le vivent quelque chose à gérer. Et je crois que dans beaucoup d'innovations, le grand problème, c'est qu'on ne gère que des idées. On ne gère à la limite que des projets, c'est-à-dire des phénomènes dont on ne pourra percevoir les effets que beaucoup plus tard, sinon jamais, tandis que avec l'organisation d'emploi du temps, en même temps qu'on crée une nouvelle réalité, en même temps on donne quelque chose à faire, à organiser, à gérer au quotidien aux enseignants et aux élèves. On sort dans cet dispositif mobile et variable d'un système fermé. On crée un système ouvert parce qu'il y a la possibilité d'interaction entre les intervenants, entre les professeurs, entre les disciplines, entre les professeurs et le chef d'établissement, entre l'élève et le professeur. Il y a une interaction, justement, parce qu'il y a une possibilité de gérer, comme vous avez dit, gérer quelque chose ensemble, gérer le temps par rapport au projet pédagogique, par rapport à la méthode que le professeur veut utiliser. Le découpage généralisé du travail scolaire en heures de cours fait souvent oublier que ce découpage du temps oblige un découpage de contenu. Quand le professeur a, dans une classe pour sa discipline, 3 fois 1 heure dans la semaine, ce découpage du temps est donné d'avance pour toute l'année et même peut-être pour toute sa carrière. Mais ce découpage du temps l'oblige à un certain découpage de contenu. Et quand on découpe le contenu, on découpe le sens. Et le grand problème de fractionnement, qui paraît être aussi naturel à travers ce travail quotidien de fractionnement de sens et du temps, pose le problème comment est-ce qu'on retrouve le sens véritablement qui a de sens que dans sa globalité. Donc là, nous voyons ensemble que ce découpage du temps oblige à d'autres découpages qui sont encore plus profonds et peut-être sous-jacents à ce découpage du temps. On peut évoquer sur cette réflexion importante que vous faites, on peut évoquer le fait aussi des phénomènes de dyslexie ou des phénomènes dans lesquels des jeunes ou des adultes éventuellement lisent tellement lentement un texte que finalement ils n'arrivent plus à comprendre, parce qu'il faut une certaine vitesse pour que le sens que vous évoquez apparaisse. Et si tout est trop cassé, tout est trop morcelé, tout est trop interrompu, automatiquement il y a des quantités de signification profonde et de logique qui se perdent. On coupe la logique. Alors moi je trouve effectivement que ce principe, si vous voulez, de morcellement et de cloisonnement, il y a aucun lien qui est établi entre ce que fait un élève, ce que fait avec un professeur, ce qu'il fait avec un autre professeur, et ainsi de suite. Tout cela aboutit en même temps à des aspects donc de ce que Friedman appelait le travail en miettes. Et là c'est l'enseignement et l'apprentissage en miettes, avec ce que ça suppose donc de pulvérulence, de perte de consistance des choses risquées, alors qu'il faut de temps en temps, comme le disait d'ailleurs l'inspection générale dans une circulaire de 1979, elle disait qu'il faut avoir de temps en temps des pédagogies de préparation et d'entretien, mais de temps en temps des pédagogies d'attaque, d'immersion qui demandent des durées longues, qui demandent du temps, qui demandent une évolution à l'intérieur de cette situation. À défaut de quoi, les choses sont toujours coupées, morcelées, créant des phénomènes de hâte, d'anxiété, de rapport. Car il faut bien dire que dès qu'on a un rapport quelconque à une rupture, c'est un rapport à la mort qui est introduit au niveau des symboliques inconscients, bien sûr, mais au niveau profond. C'est à chaque fois un sentiment de cassure, de rupture. Et en même temps, ces phénomènes sont des phénomènes qui sont vécus au niveau psychologique, au niveau psychosociologique, comme des mécanismes donc de thanatos, comme des mécanismes en même temps qui entraînent des phénomènes de culpabilisation. Je dirais, pour paraphraser les choses, qu'à force de couper le temps des élèves, on rend les élèves coupables. Dans cette logique, il n'y a aucune durée qui soit utilisable pour les situations très différentes, pour les âges très différents. C'est toute une autre logique à mettre en place pour dire que nous avons un budget temps qu'on peut utiliser par rapport aux objectifs pédagogiques. Je crois que vos expériences le montrent. C'est que
l'heure est trop longue parce qu'elle est souvent trop courte. C'est-à-dire parce qu'elle ne permet pas, dans ce qui constitue une plage d'apprentissage, d'enseignement ou d'activité, justement d'introduire des variations. Et par conséquent, le problème n'est pas de concasser encore un peu plus, de substituer, j'allais dire, aux briques des briquettes, de façon à tenir compte de ce que serait une loi physiologique, d'ailleurs fort discutable, mais au contraire d'introduire des plages assez longues pour que la variation soit à l'intérieur de la session, un peu comme elle l'est dans la journée de formation des adultes, qui de ce point de vue-là pourrait encore une fois de plus servir de modèle, et que par conséquent c'est la variété interne qui est importante, et non pas simplement le calcul du temps. Et ce qui est intéressant, que pour cette équipe qui n'est pas disciplinaire, parce que ce ne sont pas des professeurs d'une seule discipline, ce sont des professeurs de toute discipline de ces classes qui sont intéressées, et cette équipe qui n'est pas interdisciplinaire non plus, parce que les professeurs, mais qui peut l'être, comme vous avez dit, qu'ils peuvent utiliser un tas de stratégies pédagogiques, nous n'avons pas trouvé tout à fait un nom, parce qu'il n'existe pas un nom qui différencierait cette équipe de l'équipe disciplinaire ou interdisciplinaire. Derrière cette hésitation que nous éprouvons, il y a le fait que pour une fois, on n'a pas remplacé une vache sacrée par une autre. Il y avait la vache sacrée qui était la classe, et cette sorte de propriété que l'enseignant avait de sa classe et de son heure. Souvenons-nous en fait les malheurs qui arrivent à chacun lorsqu'on mord, là encore un terme agressif, de quelques minutes sur l'horaire de son voisin. Souvenons-nous en fait de l'impossibilité qu'il y a à prendre les élèves de son collègue. Et donc, à cette vache sacrée de la classe, on a substitué d'autres vaches sacrées, et l'équipe en a été une. L'équipe comme une espèce de groupe fusionnel, affectif, permanent, militant, etc. Alors que moi je crois que derrière ce que nous décrivons, on retrouve ce qu'on a dit aussi à propos du morcellement, c'est que l'unité c'est la tâche. Hein, et que cette équipe justement c'est l'équipe de tâche. Hein, c'est cette tâche qui la constitue. Cette existence de l'équipe permet également d'organiser et de réorganiser l'effectif des élèves. Un professeur qui prend à un certain moment plusieurs élèves, un autre professeur qui prend à un autre moment moins d'élèves, pour pouvoir pratiquer véritablement ce que nous souhaitons, c'est une pédagogie diversifiée et variable donc dans sa démarche pédagogique, dans son organisation temporelle, et variable aussi les effectifs. Ça donne une combinatoire très riche et très complète, et qui permet par le fait même également de vivre à l'intérieur de l'établissement. Ce que je crois d'important dans ces possibilités, c'est qu'elles sont l'analyse même de tout ce que rend, de tout potentiel qui existe dans un emploi du temps tel qu'il est tracé sur le papier, mais ça suppose aussi des réflexions, des négociations avec le chef d'établissement, et donc l'équipe n'est pas simplement une équipe qui soit une équipe opératoire elle-même isolée, mais c'est une équipe en relation avec l'ensemble de la vie de l'établissement, et notamment avec les responsabilités du chef d'établissement qui s'arrange pour faciliter ces rencontres d'équipe, pour faire qu'elles puissent opératoirement se donner des souplesses, se donner des mobilités. L'existence de ce type d'équipe permet également un travail en commun très important sur la formation méthodologique des élèves. Étant donné que plusieurs professeurs, ou on pourrait dire presque tous les professeurs de toutes les disciplines de la classe, sont dans un même projet, sont dans une même optique pédagogique. Ils se voient pour partager le temps, ils parlent forcément aussi de leur propre projet. Et ainsi, nous avons pu mettre en place dans plusieurs établissements des projets de méthode de travail. Par exemple, l'équipe se décide au début de l'année de donner un apprentissage aux élèves pour le travail en petits groupes, ce qui n'est pas évident et qui demande un exercice de la part des élèves. Et les professeurs ont un résultat de la part des élèves beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont 4 à 5 à apprendre une méthode de travail ou toute autre méthodologie. Je suis content que vous ayez employé le mot de projet. En effet, ce terme a eu un succès énorme depuis peu de temps, et il introduit, je crois, beaucoup d'ambiguïté. Des enseignants se rassemblent, se réunissent avec l'espoir que brusquement surgira de leur rencontre une idée magique
qui permettra de rendre cohérent l'ensemble de leurs actions ou qui motivera brusquement les élèves. Et souvent, cela se traduit par une petite aventure, par un artifice extrêmement discutable. Alors que, justement, peut-être autour de cette organisation du temps, je crois qu'on a un objet avant d'avoir un projet. Et on a un objet qui permet d'avoir des projets et qui exige d'avoir des projets. Et d'autre part, ce qui me semble intéressant, c'est que cet objet, d'une part, va rendre enfin pleine la combinatoire qu'évoquait André de Peretti, car ce qui est frappant dans le système scolaire actuel, c'est le sous-emploi des possibilités, le sous-emploi de la gamme des méthodes dont on dispose, le sous-emploi du temps, le sous-emploi des ressources, puisque la parole du maître veut quelquefois l'emporter sur l'accès direct aux documents, à l'information ou à l'informateur extérieur, et que là, au contraire, à travers ce que vous décrivez sur le plan de l'expérience, on se rend compte qu'on touche à la fois à l'individu, c'est-à-dire en tenant compte de son rythme, en s'occupant de sa méthode propre de résolution des problèmes, et cela quelle que soit la discipline concernée, mais qu'on agit aussi sur le groupe des enseignants, mais aussi les différents types de groupes des élèves, qu'on agit effectivement sur l'organisation, et c'est peut-être à ce terme que se rattache davantage l'emploi du temps, mais qu'on touche à l'institution. Et en ce sens, il est important d'y retrouver le chef d'établissement, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'une gestion du temps, mais cette gestion n'est possible qu'à la condition que les enseignants deviennent des acteurs de leur établissement et non plus des simples agents de l'éducation nationale selon le terme qui est en vigueur. Au lieu que le chef d'établissement soit asservi, comme vous le disiez, à marquer les contraintes, à scander les contraintes, il est au contraire en état de création avec les enseignants pour rendre des possibles beaucoup plus vivants, beaucoup plus souples, pour créer des initiatives, pour renforcer les initiatives. Il a donc un rôle, cette fois, qui est équilibré, qui est vivant, qui est complet et qui n'est pas simplement un rôle restrictif. Donc je pense que pour le chef d'établissement, c'est quelque chose qui est à la fois responsabilisant, valorisant et puis plus vrai par rapport là aussi à son métier réel, et qu'il fait intervenir à l'intérieur de la vie pédagogique et pas simplement à travers d'un décalque et d'un projet factice. On voit, par exemple, dans une deuxième ou troisième année de l'expérimentation, à quel point la réflexion même sur l'utilisation du temps et sur l'organisation peut être approfondie. Et au fur et à mesure, nous découvrons avec les équipes des axes tout à fait nouveaux de toute cette dynamique qui peut exister, et des stimulations tout à fait extraordinaires de la part des élèves, des enseignants et des chefs d'établissement, quand on arrive à approfondir véritablement toute la signification et tout le rôle de l'organisation.